L'Afrique compte aujourd'hui un nombre important de jeunes au chômage. Alors, tout investisseur qui investit en Afrique contribue non seulement à la réduction du taux de chômage, mais aussi au développement de ce continent. Vous suivez AfroPeople, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à nos chroniqueurs, bienvenue à notre intervenante. Sans plus tarder, nous allons commencer la chronique avec Esther Boa qui va nous donner quelques petites idées. Alors j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 idées de business à lancer en Afrique. Wow. Alors, prenez vos stylos et vos petites feuilles pour bien noter. Alors, il faut savoir que ce sont des idées de business que vous pouvez mettre en place en étant en Europe ou en étant sur place en Afrique. Alors, la première idée, c'est l'achat d'actions d'entreprise. Il y a aussi des entreprises locales qui sont très bien implantées, telles que les compagnies d'électricité et d'eau dans les différents pays, qui ont des actions assez intéressantes aussi. Donc, on y reviendra. Comme deuxième idée de business, il y a la location de tricycles. Je ne sais pas si vous savez, mais ça a pris de l'ampleur dans nos différents pays en Afrique. On y reviendra également tout à l'heure. Il y a aussi la location de machines agricoles. Dans nos départements, dans nos villages à l'intérieur, c'est un gros besoin qui se fait sentir et c'est une niche sur laquelle vous pouvez y aller. Tout à fait. Vous avez également les machines de nettoyage de poulets. Là, les fêtes approchent. On mange beaucoup de poulet pendant les fêtes. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Vous avez aussi la pisciculture. Notez qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, le poisson est la première denrée importée. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, mais c'est vraiment extraordinaire. Oui. Il y a un vrai besoin de production locale et on y reviendra tout à l'heure. Vous avez aussi les motos électriques pour tout ce qui est livraison de produits, de services chez nous en Afrique. Vous avez également les jacuzzis gonflables qui sont en train de prendre de l'ampleur. Vous pouvez les mettre en location dans des appartements meublés auprès de particuliers. Et aussi, vous avez les lavabos mobiles. Donc, Je sais que Elon Musk il a montré un lavabo pour aller sur Twitter, mais là en fait, pendant les événements, donc des foires, des salons, etc., vous mettez ça en location et les entreprises des ventes vous contactent et les gens peuvent se laver les mains, toilettes mobiles. C'est très pratique. Exactement. Et on n'y pense pas, mais voilà. Et puis, les deux dernières, vous pouvez mettre en place un cabinet de traduction en anglais. Il y a beaucoup d'opportunités d'affaires aujourd'hui pour les entreprises africaines, mais généralement, quand on est dans l'Afrique francophone, on ne parle pas l'anglais. Donc, vous recrutez des étudiants qui sont dans la faculté d'anglais, vous mettez en place votre cabinet, vous pouvez le gérer même depuis la diaspora. Et pour terminer, l'immobilier, bien évidemment. Oui. Voilà, vous pouvez acheter des terrains en pré-lotissement. On rentrera dans le détail tout à l'heure, c'est beaucoup moins cher. Et quand c'est dans des zones stratégiques, vous pouvez faire des plus-values de 200 voire 300%. Merci beaucoup. À toi. Je pourrais dire que je te connais, ça c'est bien. Notre intervenante du jour est conférencière, consultante en stratégie pour le développement des entreprises, n'est-ce pas? Bonjour, Madame Simba Sila. Parlez-nous un peu de vous et de votre activité. Alors, merci, bienvenue. Je suis donc consultante en stratégie et développement des entreprises. J'accompagne les entreprises dans la mise en place de nouvelles offres, la mise en place stratégique d'une opérationnalité entre les services. Donc, je travaille de manière transverse sur comment on améliore, comment on fait ce qu'on appelle le go-to-market sur une offre. C'est quoi le go-to-market? Le go-to-market, c'est j'ai un produit, j'ai un business plan, comment est-ce que j'adresse un marché? Est-ce que mon marché est le bon? Est-ce que ma cible est la bonne? Et comment est-ce que je fais pour adresser mon offre à mon marché? Est-ce qu'on pourrait, ce serait un petit peu comme un business plan? Alors c'est l'aboutissement du business plan. Le business plan, c'est j'ai des chiffres, je veux adresser un marché, j'ai une offre. Comment est-ce que commercialement je mets mon offre? J'établis mes prix, ma stratégie commerciale, ma stratégie de communication. Voilà, c'est ce qu'on appelle le go-to-market. Donc j'accompagne des entreprises type La Poste, des sociétés américaines, des sociétés françaises, étrangères. Voilà, donc ça c'est mon cœur de métier. Les entrepreneurs aussi?
des entrepreneurs aussi. D'accord, ça m'intéresse. Donc, c'est exactement la suite de ce que j'allais dire. Donc, dans mes fonctions, j'ai parallèlement à ça accompagné un bon nombre d'entrepreneurs sur la question de comment est-ce que j'arrive à passer de l'idée de mon projet à la réalisation de mon projet. Donc, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs cherchent à faire et se cherchent un petit peu au niveau de comment est-ce que je peux adapter mon vocabulaire. C'est la base, c'est la base exactement. De tout commencement. Exactement. Donc, je suis aussi donc consultante spécialisée dans l'art oratoire. D'accord. Donc, c'est comment mettre des mots sur mon projet, comment mettre des mots sur finalement l'aboutissement de toute chose. Aujourd'hui, je travaille avec des cadres dirigeants, donc dans les entreprises, dans le cadre de ma mission principale, puisque je les forme justement à présenter l'offre, présenter l'entreprise, etc. Et de plus en plus, des entrepreneurs qui me demandent comment est-ce que je peux finalement pitcher, puisqu'on appelle ça pitcher. Effectivement, c'est très important ça d'ailleurs. Donc comment est-ce que je peux pitcher de manière efficiente? Je fais une distinction entre efficace et efficient. Voilà, efficacité c'est je fais au mieux, efficient c'est je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Exactement. Voilà, donc je cherche l'efficience. Voilà, donc j'ai récemment assisté au SADEN, donc c'est le salon des entrepreneurs en Guinée. Donc j'ai formé 2 groupes sur lesquels il y avait effectivement cette volonté de comprendre un petit peu les tips en matière de communication, comment est-ce que je peux en quelques minutes présenter mon projet, dire qui je suis et ce dont j'ai besoin à l'instant T, parce que chaque porteur de projet n'en est pas à la même étape. Et j'ai eu également l'occasion de faire un TEDx, donc conférence, et cette année l'édition était dédiée à la femme. Donc la femme était au centre, effectivement, était mise à l'honneur. Et j'ai pitché sur l'émancipation du leadership de la femme africaine. C'est très important ça. De plus en plus, on a de plus en plus des femmes qui entreprennent, donc ça fait plaisir. Et vos clients se trouvent où? En Afrique, ici? Alors j'ai beaucoup de clients ici, j'en ai en Guinée également. En Afrique de l'Ouest, dans les pays de la sous-région, parce que je suis basée avec une société en France, une autre en Guinée-Conakry et depuis peu à Abidjan. D'accord, vous avez un pied ici et un pied en Afrique. Exactement, exactement. Merci d'être venu. Merci à vous. Bonjour Béné. Bonjour Vanessa. Alors, qui nous inspire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'une dame au grand cœur déjà, mais aussi une inventrice de talent. On va aller direction le Nigeria pour parler de Kemisola Bolarinya, j'espère que je dis bien le prénom. Voilà, il faut savoir que c'est la première femme africaine à avoir créé un soutien-gorge capable de dépister, je dis bien dépister, le cancer du sein. Wow. Voilà. On apprend des choses. C'est vraiment une révolution en termes d'innovation. Et il faut savoir aussi que c'est une dame qui... L'histoire, elle est un peu émotionnelle. Il faut savoir qu'elle a perdu un être cher. Tout est parti de là. Et elle est partie dans cet hôpital où elle voyait des femmes allongées, un peu souffrantes. Elle se disait, mais comment faire pour abréger, comment faire pour vraiment lutter contre le cancer, trouver la solution. Et s'est fait entourer, voilà. À la base, il faut savoir qu'elle est ingénieure en robotique. C'est un parcours, elle est ingénieure en robotique. C'est une dame assez compétitive. C'est une dame bien avant qui avait déjà fait des inventions justement du genre. Et là, elle s'est fait entourer d'experts, de plus de 7 experts, pour pouvoir mettre en place ce Smart Bra. C'est-à-dire que c'est un soutien-gorge avec des capteurs. Ces capteurs-là sont liés à des connectiques en fait, complètement. Et là, grâce à ces capteurs-là, il y a des câbles qui sont aussi connectés à une sortie USB qui est elle connectée, qui peut être connectée à un PC ou une application mobile. Donc, pour pouvoir recevoir les données. Exactement. Donc il y a tout un process. Donc il y a des capteurs dans le bonnet qui essaie de détecter l'anomalie. Donc ça ne remplace pas la mammographie, il faut savoir. Ça ne remplace pas la mammographie, mais ça permet de dépister à temps. Parce qu'elle s'est renseignée auprès d'un docteur qui lui a dit qu'il y a 9 femmes sur 10, lorsque le cancer est dépisté de façon précoce, qui arrivent à le traiter. Donc il y a 9 femmes sur 10 en Afrique qui sont sauvées grâce à la détection précoce du cancer. Elle a dit ça, je vais faire de ça mon chemin de bataille. Je vais mettre mes compétences en application
et il a créé ce Smart Bra capable de dépister de façon précoce le cancer pour sauver encore plus de femmes. Alors son nom c'est Kemisola Bolarinya. Elle est du Nigeria. Je me disais donc que c'était l'Afrique plus Burna-Boy. Et où est-ce qu'on peut trouver ce soutien intelligent? Alors, ce soutien intelligent, il faut savoir que là, elle est en train de faire des levées de fonds. C'est pas évident. On tourne autour de 110 millions, voilà. Elle est en train de faire de dollars. De dollars. Voilà. Donc, elle est en train de faire des levées de fonds, tout ça, pour pouvoir augmenter l'équipe, pouvoir aussi trouver... Parce que là, on est sur une efficacité de 87%. Elle veut partir sur du 100% avec des normes internationales, parce qu'il était testé de façon locale au Nigeria. Il a fait ses preuves, et là, elle veut vraiment avoir tout ce qu'il faut en termes de capacité financière pour pouvoir vendre exactement et vendre au plus voilà. Ça peut même être intéressant au niveau de la santé et avoir ce genre d'équipement qui soit que la sécurité sociale, que ce soit au Nigeria ou même dans d'autres pays, permet de le rembourser en fait, parce qu'on est vraiment sur une nécessité de santé en fait vitale. Et donc je pense que je pense qu'on est sur un premier prototype. Après plus elle avancera, plus ça va se démocratiser et plus ce sera moins cher. C'est un super beau. C'est une question de temps. Et puis pour les mammographies, il faut se déplacer, aller à l'hôpital. Ouais. Il y a des femmes, quand on parle de mammographie, elles se disent ah non, j'ai même pas envie de savoir. Mais ça, c'est vraiment pratique. Surtout en Afrique, on attend d'être malade avant d'aller très souvent à l'hôpital. Après, on peut préciser aussi qu'on peut le faire seul pour détecter le cancer du sein. Ça, c'est possible de le faire seul pour en savoir un peu plus. Oui, tout à fait. Voilà. Donc on peut, je sais pas si, bon, moi j'ai pas de nez, hein, comme vous pouvez le voir, voilà les abdos, les pompes, ce genre de choses, c'est tout ce que je fais, mais de ce que je sais, effectivement, on fait la palpation régulièrement pour savoir si on a un caillot, c'est ça, et une boule, voilà, et pour pouvoir détecter si potentiellement on peut avoir un début de cancer ou une suspicion de cancer du sein. Donc ça, c'est ce que je fais, c'est dit d'un homme qui a un chapeau, mais en tout cas, sachez que c'est vrai ce que je vous dis, n'hésitez pas à vous vérifier vos sources parce que c'est hyper important de vérifier, mais vous pouvez le détecter aussi seul avant de faire quoi que ce soit. Merci Brice, merci Béné pour ta chronique. J'en prie, merci à vous. Ça tombe bien, Brice. Tu étais dans quel événement ce mois-ci ou cette semaine? Alors j'ai fait beaucoup d'événements, des événements effectivement par rapport à l'Octobre Rose. J'ai pas mis de soutien-gorge, je vous promets que c'est vrai, j'en ai pas mis. T'es sûr? Non, j'en ai pas mis. Je suis resté comme je suis, hein, j'ai juste mis des t-shirts et voilà. Mais j'ai fait beaucoup d'événements et notamment un que j'ai fait il y a quelques temps là, qui est passé, qui s'appelle le Pop-Up Shop, qui s'est passé à Trappes. Donc je pense que vous connaissez Trappes. Voilà, Trappes, c'est une ville qui se trouve effectivement dans le 78. Je pense qu'effectivement notre invité connaît bien cette ville. Voilà, les Yvelines. Alors on va pas faire de mauvais genoux, même s'il faut 5 ou 6 passes sanitaires pour aller là-bas. Mais restons sérieux parce que nous sommes dans une émission de télévision avec des gens sérieux et des invités sérieux. C'est un événement qui permet de réunir plusieurs créateurs. Donc on peut rencontrer plusieurs créateurs, des jeunes comme des personnes un peu plus âgées dans le secteur de la production de wax. On peut aussi retrouver effectivement de la production de vêtements. Vous avez de la cuisine afro-caribéenne, de la littérature, le secteur de la beauté également aussi, qu'on avait pu retrouver directement à Trappes. Ça s'est passé alors au salon, à la salle Jean-Baptiste Clément. C'était hyper intéressant parce qu'on a pu voir vraiment beaucoup de monde, on a pu rencontrer beaucoup d'exposants et on a pu rencontrer aussi beaucoup de jeunes créateurs qui n'ont parfois pas la possibilité, qui n'ont pas les contacts parce que, comme l'expliquait notre invité tout à l'heure, qui forme et qui inspire d'autres futurs porteurs de projets. Parfois, on arrive dans des événements où on arrive avec un projet, mais on n'a pas forcément les contacts. Là, l'événement de Pop-Up Shop permet effectivement de rentrer en contact avec des annonceurs, des futurs clients, des prospects également, mais aussi entre créateurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la 4e édition. Donc, qui dit 4e édition, dit que forcément, ça parle un peu plus aux gens. Plus l'événement avance, plus les années avancent aussi, plus ça prend de l'ampleur. Donc là, on est à la 4e. La 5e, je pense que ce sera encore un peu plus ouvert. Et je pense que cette fois-ci, pourquoi pas viser même un stade. Je mets cette petite graine dans la tête de l'organisatrice. Mais ça peut être intéressant de viser un endroit encore un peu plus grand et de permettre à un maximum de personnes d'y être présents. Ça s'appelle Pop-Up Shop. Donc n'hésitez pas à aller sur la page Instagram. La page, c'est Soul & Roots. Roots, R-O-O-T-S.
N'hésitez pas à y aller, c'était vraiment intéressant. Les images vous seront diffusées dans quelques temps sur la page Instagram, mais également sur l'émission Vox, sur Vox Africa dans Afro People. Et qui est peut-on savoir le nom de l'organisateur ou de l'organisatrice, pardon? Alors l'organisatrice s'appelle Guigui, si je ne me trompe pas, j'espère que je le prononce bien. C'est notre 4e édition. Il y a la préparation des appels à candidature, donc il faut aller rechercher les exposants. Au niveau de la com, on doit avoir un plan de communication qui soit vraiment adapté et qui puisse toucher un maximum de monde pour qu'on puisse avoir une grande visibilité. Cette année, on a fait un partenariat avec le réseau Skibus. Donc on avait nos affiches sur plusieurs bus, sur à peu près 85 bus qui tournaient dans différentes villes. En plus de ça, pour chaque exposant, on leur a créé un visuel, donc personnalisé. Ça demande beaucoup d'engagement, d'investissement, beaucoup de fatigue, mais pour un bon résultat. Investir au pays, pourquoi et comment, selon vous, Madame Silla? Alors selon moi, aujourd'hui, investir au pays permettra aux pays africains de se développer, puisque c'est en étant main dans la main qu'on pourra faire avancer les choses, c'est-à-dire que les personnes présentes ont la réalité du terrain, les personnes venant de la diaspora ont l'expérience de l'extérieur, mais pas la connaissance du terrain. Donc comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'idée c'est de pouvoir justement trouver un alignement et permettre aux personnes qui souhaitent investir au pays de rentrer plus sereinement, en ayant connaissance de ce qui peut se faire. On a eu déjà de bonnes idées, à distance ou sur place, mais je pense réellement que c'est une bonne chose, qu'il faut quand même faire attention et regarder les indicateurs. On parle de certaines sociétés qui finalement sont plus présentes sur certains pays et ce sont des indicateurs, puisque c'est ce qui fabrique l'écosystème et qui permet de voir s'il y a viabilité ou pas sur place. Mais quand même, on met les mains en avant et encore une fois, il faut quand même être sur place parce qu'on est quand même conscient de la réalité de nos pays. Exactement. On n'en est pas encore là. Il faut être sur place, il faut être sûr de soi, il faut avoir un réseau. On parle de networking qui est dans l'air du temps dans les pays occidentaux. C'est une base en Afrique. Le networking, on appelle ça du réseau, du piston. Peu importe avoir des relations. Avoir des relations, de long bras. C'est la base. Voilà, le long bras. Mais c'est du networking. Si on n'a pas de réseau, on peut avoir le meilleur des projets, ce sera très compliqué. Mais est-ce qu'on peut investir dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel projet en Afrique? Esther Bois. Alors, je ne dirais pas dans n'importe quel projet parce qu'il faut déjà étudier le projet, voir est-ce qu'il est viable, voir avec qui est-ce qu'on se lance et puis idéalement être sur place comme elle le dit. Après, quand on est ici, on peut commencer à faire de petits tests, voir est-ce que le projet prend, etc. Et puis quand on est prêt, vraiment repartir en Afrique et vraiment s'installer. Mais à distance, on peut quand même faire quelques petits projets en ayant les bonnes personnes, j'insiste là-dessus, les bonnes personnes au pays, honnêtes, fiables, compétentes pour pouvoir porter le projet. Dans le domaine agricole aujourd'hui, il y a un gros besoin. Vous allez à l'intérieur de nos pays, comment on les appelle, les agriculteurs, ils ont les produits dans leurs champs, mais c'est compliqué d'acheminer vers la ville. Donc, soit ils vont trouver des transports qui sont un peu chers, etc. Et c'est pour ça que je parlais de location de tricycles. Ce ne sont pas de grosses voitures, ce ne sont pas des motos, c'est entre les deux. Et ça a l'avantage de prendre beaucoup de marchandises. Donc, allez vous installer avec ce business-là à l'intérieur, dans les villes du pays. Trouvez quelqu'un pour gérer la location, qui sait conduire, qui a le permis pour ce type d'engin. Et vous allez vous faire de l'argent. Et puis, location de machines agricoles aussi. Tenez-vous bien que j'ai fait une recherche et les sémeuses de grains de maïs, par exemple, il n'y en a pas énormément. Pourtant, le besoin est là. Donc, il y a un entrepreneur qui me disait, j'ai 200 hectares, tenez-vous bien, 200 hectares de terrain, mais je ne peux en exploiter que 3. Non, 3 que 3. Parce qu'il le fait à la main. Voilà. Il
ils n'ont fait que 3. Pourtant, en France, là j'étais à Saint-Malo ce week-end, quand vous allez d'une ville à une autre, vous voyez les machines agricoles, des terres, mais ce sont les machines qui vont labourer, qui vont semer, etc. Et il y a ce besoin-là. Après, ça va demander de gros fonds, donc vous pouvez vous associer, monter une entreprise, voir Madame Silla pour qu'elle vous y accompagne, lever des fonds, acheter les machines ou les prendre en leasing et puis aller les faire louer. Vous allez, répondre aux besoins des agriculteurs et deux, vous faire de l'argent aussi. Les soulager. Et les soulager. Et puis augmenter la production. Parce qu'on a un besoin criard de produits agricoles. Ce qu'on fait, déjà qu'on n'arrive pas à transformer, mais on n'en fait même pas beaucoup. Donc, ça va vraiment multiplier tout ce qu'on a en termes de capacité de production. Et puis, il y a aussi la pisciculture dont j'ai parlé. Oui. Comme je disais, c'est la première denrée qu'on importe le plus en Côte d'Ivoire, par exemple. Oui. Pourtant, on est, je crois, deuxième producteur de thon. Bon, on aime bien le garba, mais bon. Mais il y a d'autres poissons, mais la pisciculture, c'est très, très peu développé. Donc, il faut y penser. Vous pouvez commencer avec 500 000 francs, voire moins, donc à peu près 1 000 €. Encore une fois, trouver les bonnes personnes, les former. Comme ça donne oui, tout de suite, il faut les former. Quelle est la nourriture du poisson? Comment est-ce que ça doit être? Des granulés? Est-ce que ça flotte, etc. Vous mettez tout ce qu'il faut et puis vous commencez votre business. Donc il y a beaucoup d'autres activités comme ça. Le plus ancien. L'immobilier. Bien sûr. Voilà. Donc pour parler d'immobilier, donc vous pouvez acheter des terrains en pré-lotissement. Par contre, il faudra faire très attention avec qui vous faites affaire. Il y a tellement de litiges fonciers en Afrique qu'on ne peut pas s'hasarder à faire affaire avec tout le monde. Donc, une fois que vous avez trouvé le bon lotisseur, vous trouvez des zones stratégiques. Donc, pas très loin d'une grande ville, d'une grande métropole, les villes s'étendent très rapidement. Donc, vous prenez une ville comme Douala, comme Abidjan, comme Bamako. En cœur de ville, les terrains sont chers. Donc, vous sortez juste un peu et d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, la ville va vous rejoindre. Donc, vous prenez un terrain en lotissement, généralement, ça va vous coûter entre 1 million et 1 500 000 francs CFA. Ça fait autour de 2 000 €. Mais les prix ont augmenté. Hein, les prix oui, ça va vite. Après, ça dépend des zones. Voilà. Mais quand c'est comme ça, vous achetez, c'est une valeur sûre. Vous oubliez, vous faites vos papiers. 15 ans après. Non, même pas 15 ans. 5 ans après, vous revenez. Je vous assure, c'est multiplié par 4, par 5. Ça va très, très, très vite. Donc, pour prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire, vous allez dans des villes comme Bassam, Aswandé, Jacquesville, Yamoussoukro. Voilà, Bassam, on ne fait plus déjà. Pourtant, il y a quelques années, quand on te disait Bassam, tu disais, mais non, qui va habiter là-bas? Mais voilà, c'est une idée qui rapporte beaucoup. Ah, mais c'est super. Béné, as-tu une idée de business à faire ou pourquoi, comment investir au pays? Oui, surtout ce qui serait intéressant, comme l'a si bien dit Madame Silla, c'est bien ça. Justement, il faut connaître les données, savoir où on met les pieds. Donc c'est très intéressant déjà d'avoir tous ces chiffres-là, pouvoir cibler, on va dire, le marché potentiel ou l'activité qui se démarque un peu. Voilà, le domaine qui se démarque un peu à fort potentiel, pouvoir investir. Par exemple, on a l'agriculture, on en parlait aussi tout à l'heure, mais cibler comme ça les top 3, on le sait, piment, tomate, gombo, c'est le top 3 des produits agricoles qui fonctionnent le mieux. Il n'y a pas encore il y a encore du marché à se faire, il faut vraiment y aller, cibler un peu les zones cultivables, connaître le terrain, c'est bien d'avoir des projets, mais aussi il faut contacter les personnes sur place. Pas seulement en termes on peut dire aussi, on peut investir en termes de compétences, de connaissances. C'est aussi un investissement parce que Madame aussi accompagne des entrepreneurs. Si on est formé à un tel métier d'ingénieur en robotique, parce qu'il faut que notre Afrique soit développée, on ne va pas que faire l'agriculture. Donc on peut aussi mettre aussi sur d'autres métiers, s'ouvrir à d'autres horizons, voilà, construire des machines, construire pourquoi pas ne pas avoir l'autre fois on en parlait, avoir une unité de construction de voitures, autre chose, tout ce qui est biodégradable, c'est ce qui se fait en ce moment.
c'est vraiment aussi un filon à saisir. Donc oui, il y a beaucoup de projets comme ça à voir et à faire. Mais pour rebondir sur ce qu'elle dit, là on a parlé d'agriculture, mais il y a un proverbe qui dit quand des gens sont en train de chercher l'or, vends-leur des pelles. Alors, il y a des producteurs, mais on n'a pas d'unité de transformation en Afrique. Et ça demande beaucoup d'argent, mais il y a de petites machines qu'on peut acheter pour déjà commencer à de petits niveaux. Par exemple, le maïs, les grains de maïs. Le maïs est vendu en Côte d'Ivoire en grains autour de 150 francs le kilo. Mais dès qu'il passe en poudre, on passe à 400 francs le kilo. Ah oui. Et vous avez des machines qui transforment le maïs à 750 000 francs. Donc à peu près 1200 €. Vous achetez cette machine, vous la mettez dans un petit village, vous mettez quelqu'un là pour transformer le maïs de grain en poudre. Et là, tout de suite, déjà, les agriculteurs, ils se font un peu plus d'argent et vous faites un peu plus d'argent. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. À bientôt. Au revoir. Ciao.